Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission Histoire de livres. Il me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de projets d'écriture et pour vous permettre de rencontrer des auteurs qui ont développé à l'intérieur d'une démarche personnelle des projets qui touchent maintenant un très large public. Vous savez, entre les pages de chaque livre se cache un petit trésor. Et c'est le cas pour tous nos invités aujourd'hui qui nous présentent la petite perle cachée à l'intérieur de leur projet. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur et auteur Nicole Audet, Sylvain Dion, formateur et conférencier, ainsi que docteur Éric Renaud, chirurgien et également romancier. J'aimerais maintenant aborder tout de suite et entrer dans la magie de l'enfance avec ma première invitée. Docteur Nicole Audet, bienvenue. Bonjour, Madame Brassard. J'ai eu l'occasion de regarder brièvement vos projets d'écriture et ce qui m'a intriguée, c'est comment vous en êtes venu à développer cette passion pour l'écrit. En fait, ça a commencé très jeune. Quand j'étais jeune, mon père nous amenait souvent à la bibliothèque. On était une famille de 5 enfants et j'étais fascinée, réellement fascinée par les livres, les albums, les images. Et j'avais demandé au préposé, comment on fait pour écrire un livre? Je veux écrire un livre. Alors, c'est de là qu'est venue mon idée de vouloir écrire des livres. Alors, j'écrivais des histoires, je faisais des dessins. Et tout au long de autant mon cours de médecine, j'ai toujours voulu continuer à écrire. À chaque fois qu'il y avait un petit concours d'écriture, je me présentais. J'ai toujours voulu allier les deux. J'ai trouvé que c'était... J'étais inspirée par le médecin Jacques Ferron, qui était médecin et auteur, d'ailleurs, qui était comme un mentor, si on veut. Je lisais tous ses livres. Puis j'ai dit, moi, un jour, je vais être comme lui, un médecin et écrivain. Et l'occasion s'est présentée dans quel contexte pour vous permettre de développer votre premier projet d'écriture? Bien, pour les Félix et Boubou, les petits livres pour enfants, c'est que j'ai décidé de... Je voulais créer un personnage qui soit vivant, qui soit intéressant pour les enfants. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, il faudrait que j'aie quelque chose qui me tient à cœur, la médecine. Alors, un jour, j'ai dessiné comme ça mon stéthoscope, mais je l'ai mis à l'envers. Ça faisait comme un... J'ai dit, ben tiens, toi, tu ferais un beau petit bonhomme. Alors, j'ai dit, ben je vais t'appeler Boubou. Fait que là, avec Boubou, j'ai dit, ben je vais te donner des amis. Alors, j'ai dit, tous les instruments qu'il y a dans ma valise de docteur sont devenus ses amis. Alors, il y a une petite seringue qui s'appelle Pic. Il y a un ruban à mesurer qui s'appelle Long. Alors, il y a différents personnages. Et je leur ai donné tous un caractère. Des spécifications, comme le petit marteau et réflexe, c'est toc, mais lui, il fait des mauvais coups dans tous les albums. Alors, après ça, j'ai trouvé des titres. La première aventure, c'est une chasse aux poux, parce que les enfants, souvent, se demandent, mais pourquoi j'ai des poux? Est-ce qu'ils vont manger mes cheveux? Alors, j'ai toujours pris les questions que les enfants me posaient. Et ils se trouvent souvent dans les petits albums. Donc, le premier projet a été publié il y a quelques années. Quelques semaines. Quelques semaines seulement? Oui. Tout fraîchement sorti des presses. Oui. En fait, ce qui est arrivé, j'ai toujours voulu être auteur. Et c'est en 4 semaines, il y a eu 4 livres. Mais il y a toute une histoire, comme vous dites, en arrière de tout ça, mais ils ont tous abouti à l'intérieur d'1 mois. Ah bien, c'est magnifique. Oui. Parce que c'est la convergence de plusieurs années d'écriture qui vous amène ce printemps, particulièrement, à vivre votre grande rentrée dans le domaine de la littérature. Absolument, mais il y a tout, comme vous dites, une histoire en dessous de ça. Les Félix et Boubou, je les soumis à plusieurs éditeurs avant d'avoir une réponse positive par Boomerang Jeunesse, et qui aussi ont sélectionné Mme Villeneuve, qui s'occupe des illustrations, qui sont d'ailleurs très belles. Oui, j'ai eu l'occasion de feuilleter le livre et ça m'amène à parler des thématiques que vous abordez. Vous avez créé un personnage qui est un jeune médecin. Oui, qui est notre petit jeune Félix. Médecin Félix, qui nous familiarise avec toute la galerie de personnages qui sont des instruments médicaux, de sorte que les jeunes lecteurs, j'imagine, doivent se sentir beaucoup plus à l'aise d'explorer le milieu médical à travers cette expérience de lecture. En fait, les deux objectifs, justement, j'avais, c'est que
les contes en médecine, ça n'existait pas. Pour un enfant, c'est toujours très, très apeurant, si on veut, d'aller chez le médecin. Je voulais démystifier la médecine. Et je voulais aussi donner des livres intéressants à lire, parce que je travaille aussi en pédiatrie sociale. Et puis, à chaque fois que je vois un enfant, je lui demande, lis-moi une histoire. Ou je dis à sa mère, lisez-lui des histoires. C'est très important, la lecture. C'est la base de toutes les compétences, peu importe ce qu'on veut faire. Puis je trouvais qu'il manquait de beaux petits livres, d'albums faits au Québec. Je ne sais pas pourquoi les éditeurs délaissent les albums, mais il en manque beaucoup. Bien, en fait, c'est qu'il faudrait peut-être plus de médecins qui s'impliquent à écrire et à partager avec leur futur public ou leur public. Alors, c'est pour ça que je me suis mis à écrire pour les enfants. Et le second aborde un autre thème, le premier étant la chasse aux poux. Oui. On peut penser que ça touche un très large public, oui. Surtout de la petite enfance jusqu'à la fin du primaire. Oui, puis ça touche les parents aussi, qui ont bien peur des pauvres petits poux. Bien, parce que ça a des conséquences très importantes dans toute la famille. Oui, Votre deuxième thème, quel est-il? Sur les otites. Les otites qui sont des maladies très fréquentes. Alors, le mal aux oreilles, on sait comment ça peut faire mal à un enfant et puis comment est-ce qu'on... qu'est-ce qui se passe dans une oreille d'enfant qui est malade? Alors, c'est ça que j'ai voulu expliquer aux enfants dans leurs mots. Alors, ce sont les deux premiers, donc, d'une collection qui va s'enrichir au fil du temps. Mais vous avez aussi une autre expérience d'écriture dont j'aimerais que vous nous parliez. Oui, bien, j'ai aussi votre guide santé et info qui est édité chez Guy Saint-Jean, éditeur. Celui-là, c'est un livre qui m'a été demandé par l'éditeur. Notre vision, on voulait avoir un livre pour aider les gens à réagir quand ils avaient un symptôme ou un traumatisme. Alors, on a répertorié une 50aine de symptômes, genre mal de ventre, la fièvre, les étourdissements, quel autre? Je me suis électrocutée, j'ai une écharpe. Alors là, j'ai fait un code de couleur parce qu'il est tout en couleur, il est tout illustré. On a fait un code de couleur rouge, jaune et vert. Rouge, ça veut dire on doit aller à l'urgence si la présentation de notre symptôme est comme c'est décrit. Jaune, on devrait aller consulter dans la journée même, mais comme les cliniques sans rendez-vous feraient tout à fait l'affaire. Et le vert, on peut se permettre d'attendre quelques jours parce que ça risque de partir d'ici quelques jours, comme la grippe, une petite gastro mineure. Ça risque de rentrer dans l'ordre sans qu'on voie le médecin. Il s'agit d'un guide, donc, pour aider les gens, oui. Le public en général, à un peu s'auto-régulariser par rapport au grand système de santé et à savoir quoi faire, comment réagir selon les contextes. Oui, en fait, c'est pas un autodiagnostic, c'est une aide à la décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à l'urgence? Est-ce que je vais au sans rendez-vous? Ou si je peux attendre quelques jours? Et on a mis aussi des actions, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire, les premiers soins? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour prévenir? Est-ce qu'il y a un vaccin? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Okay. Puis il y a un chapitre aussi sur le guide santé pour préparer la visite des médecins quand on va chez le médecin, parce que ça, c'est parrainé par les médecins francophones. Et sur leur site, les médecins francophones du Canada, vous avez un formulaire où vous pouvez remplir toutes vos maladies, vos antécédents, vos médicaments que vous apportez chez le médecin pour les aider à vous aider. Je pense que si tout le monde faisait ça, on pourrait accélérer beaucoup la rapidité où on peut voir les médecins. Alors, c'est un guide incontournable pour tous ceux qui ont un problème de santé éventuel, et Dieu sait que nous en avons tous. J'en arriverai à conclure rapidement maintenant avec toi sur la dernière expérience d'écriture que tu viens de vivre, qui est celle de participer au collectif Le Bouillon de poulet pour l'âme des Québécois. En quelques mots, quel a été ton apport à ce projet? En quelques mots, j'ai deux récits dans ce livre. C'est M. Sylvain Dion qui s'occupait de ce livre, m'a téléphoné pour réécrire un petit texte que j'avais écrit il y a plusieurs années dans la sélection du Reader's Digest, le test des larmes. Et je lui ai proposé, j'ai dit, est-ce que je peux t'en écrire une autre? Parce que moi puis mon conjoint, on venait de perdre la fille de mon conjoint qui est décédée d'un cancer du poumon. Puis on avait, nous, comme tout préparé la dernière soirée.
on s'était préparé avec elle. On a appelé ça les complices du dernier souffle. Et ce qu'on a vécu nous a amené à une page très, très profonde, si on veut, de notre vie. Puis j'ai dit à Sylvain, ce serait intéressant si on pouvait partager ça avec les gens. Parce que c'est un message d'espoir, même à travers la douleur qu'on a vécue, qui n'est pas disable, comme dit la chanson de Julie Lemay, il n'y en a pas de mots quand on perd un enfant. Et c'est tout à fait réel. Ce témoignage est très touchant. D'ailleurs, je vous remercie pour l'entrevue actuelle et j'aurai dans quelques minutes le plaisir d'accueillir Sylvain Dion qui pourra nous parler davantage de son projet. Merci, Nicole, et continuez d'écrire et de nous livrer des beaux trésors à l'intérieur de vos livres. Merci beaucoup. Alors, nous revenons dans quelques minutes avec Sylvain Dion. Merci. Je suis maintenant en présence de Sylvain Dion et il nous amène au cœur d'un grand projet rassembleur. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour. Je suis étonnée, surprise et agréablement amusée ou touchée de voir le parcours du livre Le bouillon de poulet pour l'âme des Québécois. J'aimerais que tu me racontes un peu dans quel contexte tu as réussi à publier ce livre. Oui, moi, le contexte, c'est tout simplement que je viens d'un milieu assez défavorisé. Et puis, j'ai grandi avec ma mère qui a élevé ses 3 garçons. Et l'amour de la lecture adolescent m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup fait du bien au niveau de l'estime personnelle, puis la confiance en moi-même. Et c'était à travers des histoires, à travers un personnage, ça me transportait. Je pouvais m'identifier au personnage. Et puis, j'ai réalisé jeune que les histoires ont un pouvoir important dans la vie des gens parce que ça fait appel à nos émotions et ça nous communique des principes de vie à laquelle on se rattache. Et tu es devenu formateur et coach à partir de cette dynamique de communiquer avec les gens. Exactement, exactement. Donc, ma vie a pris une tournure. J'ai travaillé beaucoup sur moi-même. Et puis, au fil des années, j'avais le goût de toucher la vie des gens, de contribuer à la vie des gens, surtout au Québec. Et j'ai connu une série qui s'appelait la série Bouillon de poulet pour l'âme, qui est une série américaine qui a fait un succès incroyable dans le monde entier. Plus de 125 millions de livres vendus. Ça a été traduit dans plus de 45 langues. Mais la seule chose, c'était toujours des histoires américaines qui étaient traduites en français ou dans d'autres langues. Et puis un jour, je me suis réveillé une nuit, puis j'ai eu comme une idée de génie qui m'a dit « Bouillon de poulet pour l'âme des Québécois », des histoires de chez nous, de toutes les régions du Québec, qui toucheraient la vie des gens, qui nous parleraient du Québec et aussi sur différentes thématiques. Comment as-tu réussi à sensibiliser les auteurs ou les concepteurs de ce produit au fait qu'on pouvait l'adapter à la réalité québécoise et toucher plus de gens? Donc ça a été très, très difficile parce qu'eux, évidemment, ne connaissent pas la culture québécoise, puis aussi, c'est seulement des anglophones. Donc, ça a pris plus de 2 ans 2 années et demie d'acharnement pour les convaincre qu'on garderait la recette un peu bouillon poulet pour l'âme. Ils refusaient. D'ailleurs, ça ne s'est jamais fait dans une autre langue que l'anglais au départ, en version originale. Et c'est une première mondiale qui nous ont permis de faire ça, mais on les a assurés qu'on garderait la recette. Mais ça, c'est un aspect du projet. L'autre aspect, c'était maintenant comment aller cueillir des textes qui seraient significatifs, qui viendraient réchauffer un peu la communication entre nos gens. Oui, parce que la recette des bouillons de poulet pour l'âme, c'est des histoires courtes de 1 à 5 pages qui sont véridiques et qui sont partagées par monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'était tout un défi. Ça, on a passé plus de 3-4 années à faire une tournée médiatique. Les médias ont aimé beaucoup l'idée de faire un appel à la population, de partager leurs récits, leurs témoignages, leurs souvenirs, les joies, les peines. Combien as-tu eu de projets soumis? On a reçu plus de 1000 récits, histoires qui nous ont été soumis au cours des dernières années. Et puis là, le dur travail, ça a été de choisir parmi ça sur les différentes thématiques d'amour, de famille, de surmonter des obstacles, la perspective de sagesse. Et on a choisi finalement 106 histoires, là, répertoriées sur une douzaine de chapitres. Peux-tu nous donner un aperçu de quelques personnalités qu'on va retrouver? Oui, certainement. On a Jo Bocan qui a une histoire, la chanteuse et actrice, a une histoire, un souvenir d'enfance dans le livre. On a des conférenciers comme Patrick Leroux, qui est très connu, Bill Marchessin, Marc-André Morel.
et plusieurs d'autres, mais surtout Monsieur et Madame Tout-le-Monde, dont 86 auteurs là, de partout dans la province. Nous saluons tout à l'heure la collaboration du docteur Nicole Audet, mais ce n'est qu'un aperçu, effectivement, de la qualité d'écriture et du type de témoignage qu'on peut y retrouver pour venir aider les gens. Actuellement, votre défi semble vraiment être une initiative saluée par le public. Je crois que vous avez des succès en librairie. Oui, définitivement. Le livre a fait sa sortie le 1er mars. Et puis déjà, on est un best-seller en l'espace d'un mois. Et puis, on a tout près de 10 000 livres vendus. Et vraiment, surtout du bouche à oreille. Et les gens sont touchés. Ils sont réconfortés par les histoires. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont partagé que ces récits-là les amènent à apporter une réflexion, à se questionner sur les vraies choses, ce qui est vraiment important dans leur vie. Alors, c'est vraiment un incontournable. Mais est-ce qu'on reverra Sylvain Dion dans un autre projet d'écriture? Certainement. On est en négociation présentement avec Chicken Soup Incorporé pour faire une édition Bouillon poulet pour l'âme de l'amateur de hockey, et ce qui serait probablement très, très prisé par les gens et peut-être aussi pour les adolescents. Et je travaille sur un projet pour les adolescents, le leadership personnel. Alors, merci d'avoir semé plein de petits trésors dans votre livre. Nous vous remercions d'avoir été ici aujourd'hui. Et quant à nous, nous vous retrouvons après la pause en compagnie du docteur Éric Renaud. Je vous reviens avec plaisir et je suis en compagnie du docteur Éric Renaud. Bonjour, Éric. Bonjour. Ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui à mon micro et tu as un parcours assez particulier. J'aimerais que tu me racontes un peu comment tu en es venu à écrire. Alors, merci de me recevoir. Moi, je suis originaire de l'Outaouais. Sauf une petite escapade à l'âge de 8 ans à l'hôpital Sainte-Justine où on pensait que j'avais la leucémie. Et c'est un peu cet endroit-là qui m'a donné, qui a germé en moi le goût de faire la médecine. J'ai fait ma médecine à l'Université de Montréal et ma spécialité en chirurgie orthopédique également. Je travaillais à l'hôpital Sacré-Cœur, qui est un hôpital universitaire, jusqu'en 2006, où à ce moment-là, un problème de santé m'a fait revoir un peu ma carrière. Et j'ai dû abandonner la chirurgie. Et ce faisant, je me suis retrouvé un peu devant un vide artistique. Alors, c'était vraiment via la chirurgie que j'exprimais cet art-là. Puis, en le cessant, continuant l'enseignement, mais sans aspect plutôt artistique, ça m'a un peu dirigé, un peu par hasard, vers l'écriture. On sait qu'il y a souvent un élément déclencheur qui nous amène vers l'idée de publier un premier livre. Quel a été, toi, ton élément déclencheur? En fait, j'avais jamais eu vraiment l'objectif d'écrire un livre, même si je le lisais beaucoup. Pour moi, c'était pas dans ce que je pensais faire, mais là, j'écrivais une histoire pour ma conjointe, une histoire qui voulait une petite nouvelle que j'écrivais pour elle, qui était médiévale, dans un temps médiéval, et qui a pris vie, ni plus ni moins, et que j'ai suivi jusqu'à sa conclusion. Et c'est devenu un roman. J'étais alors impliqué dans la fondation de l'hôpital Sacré-Cœur. Alors, le roman a été publié. C'est Le chirurgien qui rêvait d'être chevalier chez MFR en 2008 plutôt. Et c'est les profits de ce roman-là à la fondation de l'hôpital Sacré-Cœur où j'ai travaillé pendant 15 ans. Et cette expérience d'écriture a été pour toi quelque chose qui t'a révélé un autre aspect de ta créativité, en quelque sorte. Ah oui, tout à fait. Ça a répondu à un besoin. J'avais essayé un peu la peinture, un peu certaines choses, mais il n'y a rien qui m'accrochait. L'écriture m'a vraiment accroché. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire cette histoire-là que j'ai suivie initialement, qui était très différente dans mon deuxième projet. Donc, le premier roman est un roman qui nous amène à la période médiévale, mais dans le deuxième, alors, c'est tout un autre défi d'écriture. Alors, le premier, c'est ça. C'est vraiment une histoire où le chirurgien rêve et projeté dans le monde médiéval, où se mêle l'amour, aventure, magie, comme il se doit dans le monde médiéval. Et le second, ça a été un petit peu à la suggestion des lecteurs. Les gens qui ont lu le premier ont aimé, les commentaires étaient très positifs, mais les gens disent, nous autres, on aimerait ça avoir quelque chose d'un petit peu plus médical. Tu es dans le milieu, on aimerait ça avoir ça. Puis c'est vraiment à la suggestion des lecteurs que le deuxième est né. Et cette expérience t'a amené à explorer une autre thématique? Tout à fait. Le deuxième, qui est Le chirurgien à la fleur bleue. Alors, toujours le thème le chirurgien dans les deux, à cause évidemment de ce que je fais. Mais c'est un thriller médical. C'est contemporain. C'est vraiment une histoire où on suit notre orthopédiste préféré, Nicolas, dans sa quête à sauver le monde, ni plus ni moins.
Et là, on est dans une situation que le grand public va aimer découvrir puisque tu nous places en situation qu'il y a une pandémie Exact. qui menace le genre humain à toute fin pratique. Tout à fait. Alors, C'est donc une quête. c'est une quête. Nicolas, en fait, on le suit dans son quotidien au Québec, dans les hôpitaux qu'on connaît au Québec, mais surtout dans sa quête à trouver la réponse à une infection de l'os qui devient rapidement une pandémie, donc un impact significatif au niveau de la santé là, mondialement. Et Nicolas est convaincu qu'il y a en lui cette réponse-là qu'il doit aller chercher, mais sans jamais mettre le doigt dessus. Alors, il faut le suivre pour savoir. Alors, dans le premier cas, on a un public qui est plus tourné vers le jeune lectorat. Dans le deuxième projet d'écriture, on s'en va vers du grand public, là. Tout à fait. Oui, on m'a déjà dit, le premier, moi, je le trouvais un petit peu accessible pour tout le monde, mais évidemment, il faut aimer le médiéval. Mais le second est définitivement grand public parce qu'avec toute la popularité des émissions sur la santé, ces choses-là, alors je pense que ça plaît à beaucoup. Est-ce qu'on retrouvera le chirurgien prochainement dans un autre projet? Ça dépend de mes lecteurs. Ah oui, comment? Bien, j'ai eu l'idée du deuxième suite aux suggestions de mes lecteurs. Alors, j'attends la suggestion des lecteurs qui liront les deux pour le troisième projet. Je suis ouvert à toutes sortes de choses. Oh, alors, très intéressant défi. Mais, les lecteurs ont donc, pour une fois, l'occasion de s'impliquer dans la décision ou la détermination d'un sujet qui pourrait devenir le troisième ouvrage d'une collection. Exact. Je reste ouvert à toutes sortes de projets. Pour le moment, il n'y en a pas. Alors, j'attends de voir ce que les gens vont me suggérer. Alors, merci beaucoup, Éric, pour cette entrevue. Et devant cette feuille blanche, mesdames et messieurs, je vous invite à lire le tome 1 et le tome 2, bien sûr, publiés aux éditions Aimé Faire. Le chirurgien qui rêvait d'être chevalier, d'abord, et ensuite, Le chirurgien et la fleur bleue. Alors, merci, Éric. Bien, merci de me recevoir. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine déjà notre rencontre d'aujourd'hui à Histoire de livres. J'aimerais vous laisser avec une pensée qui m'a beaucoup touchée aujourd'hui en préparant cette émission pour vous. Et c'est une citation de Joanne Plante. Elle nous dit ceci: « Ce n'est pas ce que nous avons amassé qui reste après cette vie, mais c'est plutôt ce que nous avons donné, ce que nous avons partagé avec ceux que nous aimons, les nôtres. » Alors, écrire et lire, bien évidemment, s'inscrit dans cette dynamique de transmission. Et dans chaque livre, n'oubliez pas qu'il y a toujours un petit trésor caché qui vous attend. Merci, à la prochaine.